L'infini renvoie à deux figures mythologiques qui seraient le sphinx et le phénix. Le sphinx parce que c'est énigmatique, ça a plusieurs visages. Et puis le phénix parce que dans toute l'histoire, la pensée humaine, on essaie d'une certaine façon de s'en embarrasser et il renaît sans cesse de ses cendres et pour nous faire progresser dans notre connaissance. Alors multiples visages et multiples facettes parce qu'on ne peut pas parler de l'infini au singulier, il y a plusieurs infinis. Ne serait-ce que par déjà l'infiniment grand, l'infiniment petit, qui sont en eux-mêmes très distincts. Et cette distinction avait d'ailleurs été faite très très tôt dans l'histoire de la pensée, notamment chez les philosophes grecs. Et même au sein d'après de chaque discipline, qu'il s'agisse des mathématiques, ce qu'on va appeler l'infini du nombre, qu'il s'agisse de la cosmologie, qu'on peut appeler l'infini du ciel, qu'il s'agisse de la matière, qu'il s'agisse donc de l'infini non petit éventuel de la matière ou pas, les singularités. À chaque fois, on a des questionnements énigmatiques. Beaucoup ne sont pas résolus d'ailleurs, c'est ça qui est absolument fascinant. Et comme je le disais, quand le physicien tente de se débarrasser, pour des raisons pratiques, de l'infini, parce qu'il est insaisissable, incalculable, il finit par réapparaître dans les nouvelles théories que l'on élabore. Et donc finalement, ce côté phénix qui renaît de ses cendres, c'est cela, c'est-à-dire il réapparaît toujours, parce que finalement on en a besoin pour avancer. En l'éliminant, on le fait réapparaître d'une autre façon, et ça crée un surgissement permanent de questions, c'est ce qui rend le sujet si fascinant. Comme dit Jean-Pierre, il y a des infinis dans plusieurs domaines, et dans chaque domaine, il y a plusieurs infinis. Et dans ce livre, nous traitons des infinis essentiellement en mathématiques et en physique. Et finalement, la notion d'infini a progressé en mathématiques lorsqu'on s'est aperçu, comme disait Jean-Pierre, qu'il y a plusieurs infinis qui ne sont pas équivalents. Alors il y a les grands et les petits, mais même dans les grands, il y a plusieurs classes d'infinis. Et ça a été au 19e et au 20e siècle que les mathématiciens ont mis de l'ordre dans tout ça. Et ça a été extrêmement bénéfique pour la physique parce que la physique, avec ses théories, arrive sans arrêt, sans le vouloir, à des grandeurs infinies. Et en général, lorsque dans le cadre d'une théorie, on arrive à des grandeurs infinies, par exemple, si on a une équation qui nous prévoit que la densité va être infinie, c'est un signe d'échec, parce qu'on sait très bien qu'on ne va jamais mesurer une densité infinie. Et donc, quand on regarde l'histoire de la physique, on s'aperçoit que souvent, une théorie bute sur la notion d'infini. Et dans ce cas-là, c'est un signe qu'il faut modifier la théorie. Et donc, on remplace la théorie par une nouvelle théorie, c'est comme ça que se construit le progrès en physique. Et puis on arrive dans la nouvelle théorie à, dans une autre situation, des nouveaux infinis qui nous disent qu'il faut modifier les choses, aller un peu plus en avant. Et dans la physique d'aujourd'hui, il y a des infinis un petit peu partout. Il y a des grands infinis, les infinis du ciel, dont on montre avec Jean-Pierre que c'est quelque chose qui finalement n'est pas forcément nuisible. C'est un peu une exception, c'est la cosmologie, c'est le cas où la notion d'infini appliquée à l'espace ou à l'espace-temps n'est pas forcément dramatique et on peut s'en accommoder, ce qu'on montre dans cet ouvrage. Mais par exemple en physique des particules, en physique quantique, on a des notions d'infini où on a vraiment des quantités qui sont censées être des quantités mesurables, comme la densité, la pression, l'énergie, des choses comme ça, qui devient infini, et là c'est le signe que quelque chose ne va pas. Et pendant ces dernières décennies, il y a eu beaucoup d'efforts des physiciens pour arriver à s'accommoder des infinis, c'est-à-dire arriver à travailler avec des théories qui prévoient les infinis en contournant un peu les difficultés pour s'en débarrasser. Mais en même temps que ce travail a été fait, les physiciens se sont bien rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas quand même au niveau fondamental. Et donc c'est un moteur extrêmement puissant pour la recherche, qui est une recherche actuelle, la recherche de nouvelles théories. Et donc c'est aussi un sujet qu'on traite beaucoup dans ce livre. Donc la recherche d'une nouvelle formulation de la physique quantique, la notion d'une théorie qui synthétiserait peut-être physique quantique et relativité, qui toutes les deux présentent des infinis souvent indésirables. Et donc encore une fois, cette présence d'infini, c'est le signe que quelque chose ne va pas, mais peut-être aussi l'indice qui va nous guider pour rechercher précisément cette nouvelle théorie. Alors, évidemment, ces notions d'infini nous entraînent à faire des hypothèses quelquefois un petit peu bizarres à propos du vide quantique, à propos de la possibilité de ce qu'on appelle les univers parallèles, à propos de théories bizarres comme l'énergie noire, l'inflation. Et tout ça, c'est pas forcément directement lié à l'infini, mais en tout cas, il y a toujours un lien au moins indirect.
Moi, je voudrais insister sur le fait que l'infini, à la fois, bon, ne cesse effectivement de nous surprendre, en ressurgissant toujours sur des formes nouvelles, mais souvent sous des formes cachées, derrière des mots qui apparemment n'ont rien à voir avec l'infini. Par exemple, simplement horizon. Nous avons écrit un chapitre spécifiquement consacré à la notion d'horizon. Historiquement, en fait, si on se souvient que tout de même Giordano Bruno a été brûlé vif en place de Rome en 1600 pour avoir soutenu, entre autres, la pluralité infinie des mondes, à une époque où c'était quasiment interdit de penser l'infini dans le monde de la théologie, et où les infinis n'étaient absolument pas du tout formalisables sur le plan des mathématiques. Il était parti précisément de cette idée d'horizon. L'horizon, c'est quelque chose de fini, précisément, c'est une limite à la vue. Mais justement, il était parti de cette notion d'horizon, le fait que, finalement, l'horizon était relatif par rapport à l'observateur qui est au centre, pour inférer qu'il puisse y avoir quelque chose au-delà de l'horizon, et c'est quelque chose précisément pouvait être infini. Et puis cette idée d'horizon, effectivement, elle se retrouve pleinement en cosmologie. Donc que l'espace soit, que l'univers soit fini ou infini, c'est une grande question. Les deux possibilités sont théoriquement admises dans les solutions modernes du Big Bang. Donc il y a plusieurs modèles, la question n'est pas tranchée, elle n'est pas résolue. L'univers observable que nous percevons, lui, il est forcément limité par un horizon. Et c'est justement cet horizon-là, ces horizons cosmologiques, qui laissent une porte ouverte justement sur le questionnement au-delà de l'horizon. Y a-t-il réellement un infini spatial ou un infini temporel? Voilà, et Marc avait effectivement mentionné les autres approches qui tente d'unifier la relativité générale et la physique quantique. C'est le grand questionnement de la physique fondamentale du XXIe siècle, avec ces possibles théories dites de gravitation quantique, avec différentes approches, que nous essayons d'expliquer de la façon la plus simple possible, voilà, mais qui, derrière des termes qui se veulent d'une certaine façon éliminer, par exemple, l'infiniment petit. Si on pense à la théorie des cordes, par exemple, voilà, ou la théorie dite de la gravité à boucle, voilà. Eh bien, ces théories essaient d'éliminer l'infiniment petit, puisque soit on va dire que rien ne peut pas être plus petit qu'une sorte de corde virtuelle infinitésimale, qui a une longueur très petite mais qui n'est pas nulle, ou dans l'alternative, on dit qu'il y a des atomes d'espace, des atomes ou des atomes de temps, par exemple. Donc là aussi, c'est pas réductible à l'infini. Et pourtant, l'infini se débrouille pour ressurgir d'une autre façon, à travers, par exemple, un concept qui est certes encore très spéculatif, mais qui est fascinant et déclenche énormément de discussions, à la fois dans le milieu des spécialistes, mais également aussi dans le grand public cultivé qui suit ces choses-là. C'est le concept qu'on appelle le multivers, c'est-à-dire un ensemble extraordinairement grand, voire éventuellement infini, d'univers dont le nôtre, dont on ne sait toujours pas lui-même s'il est fini ou infini dans l'espace et le temps, ne serait qu'une réalisation particulière au sein d'un ensemble pratiquement infini d'univers avec des constantes fondamentales de la nature radicalement différentes, des propriétés radicalement différentes. Donc tout ça, ce sont toujours sans cesse de nouveaux questionnements. Alors même si là, on est vraiment un petit peu aux limites de la spéculation, parce qu'on n'a pas encore d'équation exacte, ce sont plutôt des scénarios que l'on élabore, mais toujours, voilà, voilà, l'infini est toujours caché, tapis derrière quelque chose, prêt à surgir pour nous faire rebondir sur de nouveaux questionnements. Avec cette notion de plurivers, on n'est plus vraiment dans la physique, sans doute. C'est-à-dire, c'est un petit peu la prolongation d'une idée qui est assez ancienne. Il y a eu la pluralité des mondes. Ensuite, on a découvert que notre galaxie n'était pas la seule, donc la pluralité des galaxies. Et donc est née l'idée d'une pluralité d'univers qui est aussi soutenue par certains aspects de la physique quantique. Bon, mais c'est un petit peu la solution de facilité, et beaucoup effectivement de physiciens évoquent cette notion d'univers, d'autres univers, d'univers parallèles, de multivers. Mais bon, moi je suis assez critique parce qu'elle n'est pas vraiment, je dirais, assurée métaphysiquement, ontologiquement. Donc bon, on en discute dans cet ouvrage, et en restant quand même effectivement assez critique. Bon, c'est un aspect qui est un petit peu folklorique, mais je pense que la question de l'infini, elle a une importance beaucoup plus profonde, parce que il y a l'infini des quantités mesurables dont on a parlé, mais il y a aussi que quand on fait de la physique, on applique des théories mathématiques, on applique les mathématiques. Et d'ailleurs, bon, pourquoi les théories mathématiques marchent si bien lorsqu'on les applique à la physique, c'est une question fondamentale qui fait beaucoup réfléchir les épistémologues. Mais on s'aperçoit que dans ces théories mathématiques, souvent,
il y a des infinis qui s'introduisent. Ce ne sont pas des infinis qui ont une signification physique, mais ce sont des grandeurs mathématiques infinies dont on a besoin comme intermédiaire de calcul, pour définir un champ mathématique qui s'applique à la physique. Et ce n'est pas vraiment un problème, puisque ça ne concerne pas des quantités observables, mais ça veut dire que vraiment la physique a besoin de l'infini. Elle en a besoin par l'intermédiaire des mathématiques, il est toujours là, mais en revanche, quelquefois, on se trouve confronté au fait que dans les mathématiques, on a appris depuis à peu près un siècle à bien traiter les infinis, mais il y a encore des limites, il y a des infinis quelquefois qui sont trop grands pour qu'on puisse travailler avec, et il y a des cas, particulièrement en physique quantique, dans les théories qu'a mentionné Jean-Pierre, où on s'aperçoit qu'il y a des infinis mathématiques qui sont tellement grands qu'on ne sait même plus faire des mathématiques avec. Et donc c'est un autre endroit où la physique bute indirectement, parce que la physique a besoin de certaines mathématiques qui, elles, sont limitées par l'impossibilité de travailler avec des trop grands infinis. Mais évidemment, il y a aussi des mathématiciens qui travaillent sur ces questions d'infini un petit peu démesurées. Pour conclure aussi à ma façon, en insistant effectivement plutôt sur la question métaphysique, métaphysique c'est juste au-delà de la physique. C'est normal, à partir du moment où on est au-delà, où on arrive aux limites un petit peu des capacités calculatoires de la physique, qu'on passe juste, on franchit un petit peu le seuil, donc on passe aussi dans la métaphysique. Alors, je ne serais peut-être pas aussi sévère que Marc avec l'adjectif folklorique pour certaines idées sur le multivers, le plurivers, ce genre de choses, parce que finalement, ça renvoie à une très vieille question qui est purement métaphysique et qui avait déjà été posée par Aristote. On commence le livre d'ailleurs par ça, où Aristote faisait la distinction entre l'infini actuel et l'infini potentiel. L'infini actuel, c'est un infini qui se réaliserait effectivement dans la nature, et l'infini potentiel, c'est l'infini qui existe en potentialité, mais qui ne se réalise pas, mais dont on a besoin pour penser les choses, pour penser l'univers, penser le mouvement, penser l'espace, penser le temps, etc. Finalement, cette question toujours, cette valse de considérer les infinis tantôt actuels, tantôt potentiels, et ceci et tous les débats qu'il y a dans les différents domaines de la pensée, se retrouvent constamment. Et aujourd'hui, même donc avec effectivement les théories bizarres de supercorps, de gravité quantique et les notions de multivers qui peuvent paraître un peu folkloriques, on se retrouve finalement dans le même débat. Il y a au moins dans le multivers, il y a au moins un univers qui s'est réalisé, alors on ne sait pas s'il est fini ou infini, mais au moins il est actuel, et puis potentiellement il y a tout un ensemble d'autres univers qui n'existent au moins que dans les équations, mais justement il y a effectivement des écoles de pensée qui disent que ces univers potentiels, ils ne sont pas potentiels, ils sont réellement actuels. Donc finalement c'est un petit peu le même genre de discussion que ce que l'on avait il y a 2500 ans à l'époque d'Aristote, mais évidemment avec des moyens beaucoup plus sophistiqués.